Bonjour à tous. Alors, à la demande de certains d'entre vous, aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations sur la prévoyance et la mutuelle. Donc, en assurance, la prévoyance désigne de façon générique tous les contrats et garanties qui couvrent les risques sociaux liés à la personne qui se trouve en situation d'arrêt de travail. Et la mutuelle santé couvre la maladie et plus généralement la santé, quand la prévoyance, elle, couvre les aléas de la vie comme l'invalidité, l'incapacité, la dépendance ou encore le décès. Donc d'une façon générale, la souscription à un régime de prévoyance complémentaire n'est pas obligatoire pour les salariés non cadres. La seule obligation pour l'entreprise, c'est de souscrire une assurance décès pour les cadres. Après, aujourd'hui, la plupart des conventions collectives ou les accords professionnels rendent la souscription obligatoire à la prévoyance. Donc voilà. Après, pour proposer une mutuelle santé, ça par contre, en revanche, c'est une obligation qui est imposée à l'employeur. Alors la prévoyance complémentaire garantit les incapacités de travail temporaires ou permanentes, c'est ce qu'on appelle plus communément l'invalidité, par le versement d'indemnités journalières complémentaires ou d'une rente. Ça couvre aussi l'invalidité totale ou partielle, les risques qui sont liés à la maternité, le décès par un versement soit d'un capital décès aux ayants droit, d'une rente d'éducation pour les enfants, d'une rente pour le conjoint survivant ou plusieurs rentes en même temps, et d'une indemnité pour les frais d'obsèques par exemple. Donc en cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut bénéficier d'une portabilité des garanties de mutuelle santé et de prévoyance. Donc ça permet aux salariés de continuer à bénéficier pendant quelques mois encore de la complémentaire santé d'entreprise ou de la prévoyance après la rupture du contrat de travail. Les anciens salariés et leurs ayants droit peuvent bénéficier de cette portabilité s'il n'est pas rompu pour une faute lourde et à condition, bien évidemment, d'être adhérent à la couverture complémentaire de l'entreprise au moment de la rupture du contrat de travail. Alors très rapidement sur la mutuelle, je souhaitais attirer votre attention sur un point de vigilance qui est important. Si vous adhérez à la mutuelle de l'entreprise, même si les cotisations mutuelles sont prélevées sur votre bulletin de salaire, sachez que ça n'est pas une garantie de prise en charge. Pourquoi ? Parce que si l'employeur est en difficulté et ne paye pas les cotisations à l'assureur, eh ben, votre mutuelle, elle ne sera pas efficiente pour la bonne et simple raison que vous n'aurez pas de prise en charge. C'est comme quand vous prenez une mutuelle à titre personnel, si vous ne payez pas les cotisations, vous n'avez pas le bénéfice de la mutuelle. Au cas d'espèce, moi je le constate dans ma pratique quotidienne, j'ai beaucoup de salariés qui viennent me voir, qui sont hospitalisés et qui ne savaient pas que leur employeur était radié et qui se retrouvent à devoir payer des frais conséquents liés à leur maladie. Et pourtant, ils ont été prélevés tous les mois sur leur bulletin de salaire. Alors, le souci, c'est que pour pallier à tout ça, une fois que c'est fait et que c'est trop tard, il faut partir au prud'homme. C'est une procédure judiciaire, c'est toujours compliqué. Donc, surtout, pensez de temps à autre à vérifier que votre mutuelle est bien, que les cotisations de la mutuelle sont bien réglées par votre employeur et que vous êtes toujours bien couvert. Donc pour ça, vous passez un coup de téléphone à votre mutuelle, vous demandez si le contrat est toujours actif et ça suffit, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus toutes les semaines. Mais, et puis bon, c'est surtout aussi pour les petites entreprises. En général, une grosse société, une SA n'a pas ce type de problématique. Encore que, les entreprises étrangères, parfois, il faut faire attention. Donc voilà. Ça, c'était le petit point d'attention dont je voulais vous faire part, en sachant que la mutuelle santé, c'est quand même intéressant puisque ça vous permet de ne pas faire l'avance de frais du tiers payant à la pharmacie, que ça vous permet d'être mieux couvert pour l'achat de lunettes ou de soins ou pour les soins dentaires, et également en cas d'hospitalisation, si vous voulez une chambre seule, etc., vous avez cette prise en charge par le biais de la mutuelle santé. Alors le focus d'aujourd'hui, il sera plus précisément effectué sur la prévoyance, parce qu'en la matière, comme dans bien d'autres, les assureurs abusent d'un pouvoir colossal. C'est exactement la même problématique que lorsque vous avez un sinistre, que ce soit un dégât des eaux ou un accident de voiture, et que vous devez contester une première évaluation d'un expert qui est mandaté par l'assureur parce que vous souhaitez avoir un dédommagement qui soit à peu près raisonnable et qui respecte une règle fondamentale du droit français qui est appelée principe de réparation intégrale, qui énonce que le responsable d'un sinistre doit remettre la victime dans une situation la plus proche possible de celle qui était la sienne avant l'accident. Et en règle générale, les assureurs sont en principe
les intermédiaires dans cette réparation. Alors, quand vous souscrivez une garantie d'assurance, quelle qu'elle soit, et que vous aurez réglé les cotisations, vous vous attendez à ce que l'assureur soit de bonne foi et respecte sa partie de contrat. Malheureusement, c'est loin d'être le cas. Et pour ce qui nous préoccupe en tant que salariés, donc c'est la nouvelle mode des assureurs en matière de prévoyance, ils contestent le caractère médicalement justifié de la situation des salariés en arrêt de maladie et ou en invalidité, et en particulier voilà, quand ce sont des arrêts de maladie de longue durée. Alors, je suis certaine que certains d'entre vous ont déjà eu les contrôles de médecins privés à domicile qui viennent contrôler de la part de la prévoyance ou de la part de l'employeur si leur arrêt de travail est médicalement justifié. Il faut savoir que les enjeux sont importants, sont des enjeux financiers. Et donc, comme je vous le disais, les assureurs ne sont pas des philanthropes. Donc, forcément, s'ils peuvent vous prendre en flagrant délit de bullage au lieu d'être malade, forcément, vous serez plus pris en charge et ça les arrange. Le souci vient quand vous êtes en longue durée, dans une situation de maladie de longue durée, où vous arrivez après en bout de course avec une sécurité sociale qui vous met en invalidité. Et une fois que vous êtes en invalidité, ce qui se passe, c'est que vous allez la déclarer à votre employeur et à l'organisme de prévoyance. Et bien évidemment, là, vous avez la surprise d'avoir une convocation chez un médecin expert. En général, ça se passe comme ça. Donc, vous allez voir ce médecin expert. La plupart du temps, comme vous n'êtes pas préparé, vous y allez les mains dans les poches. Et une fois que vous arrivez chez le médecin expert, donc il va vous demander, il va vous poser des questions, etc. Vous allez répondre, vous allez communiquer des radiographies, des IRM, des comptes rendus d'intervention, le cas échéant, que sais-je. Et ce médecin expert, qui est payé par l'assurance, va remplir un questionnaire médical qu'il va adresser au médecin conseil de l'assureur. Et ensuite, c'est le médecin conseil de l'assureur, donc de l'organisme de prévoyance, qui va statuer sur votre cas, alors qu'il ne vous a pas examiné, qu'il n'a aucun accès à vos éléments médicaux et qu'il ne se fonde que sur le questionnaire médical qui a été rempli par l'expert que vous êtes allé voir, qui, je le rappelle, était payé par l'assurance. Donc là, après, on se heurte encore à une autre difficulté qui est que les barèmes des assureurs pour évaluer votre degré d'invalidité n'est pas le même que celui de la CPAM et qu'en plus, il varie d'un assureur à l'autre. Et alors, bien évidemment, chaque assureur a un barème qui est très très opaque, auquel vous n'avez quasiment pas accès, sauf à envoyer des mises en demeure et autres, et encore, on ne s'est pas dit qu'ils vous envoient leurs conclusions et leurs expertises médicales. Donc, en la matière, le sujet est vraiment très très sensible, parce que comme je vous le dis, ça se multiplie. Alors, pour vérifier si votre arrêt de travail, votre invalidité est justifiée, alors que bon, vous avez déjà en règle générale vu un médecin traitant, un chirurgien, quand vous êtes en invalidité, vous avez déjà vu le médecin de la sécurité sociale, parfois même un médecin de la MDPH, de la maison des handicapés, quand vous êtes reconnu RQTH, travailleur handicapé. Donc souvent vous avez déjà vu plusieurs médecins et vous y allez un petit peu les mains dans les poches en disant bon, c'est une formalité, je vais aller voir l'expert de la prévoyance, mais non, en réalité il faut faire très très attention parce que les assureurs, leur intérêt c'est de plus vous prendre en charge, ça leur coûte moins. Donc, en la matière, ce que moi, je vous conseille, moi, c'est déjà de jamais prendre à la légère ces contrôles, de répondre aux demandes par courrier recommandé avec beaucoup de précautions et en communiquant tous les éléments médicaux en votre possession. Le cas échéant, demandez à votre médecin traitant de vous aider si vous n'y arrivez pas. Parce qu'au préalable, avant de voir l'expert, vous avez des demandes par courrier, etc. Donc surtout, répondez-y bien. Allez chercher vos recommandés, ça c'est important parce que le recommandé fait courir un délai de recours. Et les délais de recours, en règle générale, sont très, 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 très courts. 10 jours maximum. Donc, ce qui est aussi très important, c'est que vous sollicitiez de votre employeur l'intégralité du contrat de prévoyance. Et alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine d'aller demander à la prévoyance le contenu du contrat parce qu'ils vont vous renvoyer vers la DRH de votre employeur. Vous perdez du temps, vous risquez de perdre votre droit à recours. Donc, pour faire court, ce qui se passe quand vous êtes en invalidité, je vais prendre cet exemple-là, vous êtes convoqué chez un médecin expert, le médecin expert, donc vous y allez avec vos éléments médicaux, il va vous examiner, etc. Ensuite, vous allez recevoir, un peu de temps après, par la prévoyance,
un courrier de refus de prise en charge, où on vous dit que soit vous n'êtes pas malade ou suffisamment malade, vous devez repartir au boulot, soit ils refusent de prendre en charge votre invalidité, ce qui signifie que vous n'avez plus le complément de salaire. Voilà, la sécurité sociale, elle va vous payer, mais vous n'aurez pas le complément de salaire par la prévoyance. Et dans ce courrier, on vous dit, de façon très sibylline, les voies de recours sont contenues dans le contrat. Et en règle générale, la plupart des salariés ne l'ont pas, ce contrat. Ou alors sinon, ils ont un vieux contrat qui n'est plus actif parce qu'entre-temps, les syndicats ont renégocié le contrat. Il y a un nouveau contrat, un nouvel accord d'entreprise qui est intervenu avec un nouveau contrat de prévoyance où la compagnie d'assurance a changé. Et du coup, les salariés ne sont plus informés. Et donc, sur cette clause de pouvoir de contrôle de l'assureur, c'est très important de connaître les modalités de recours parce que là, vous avez le délai de recours. En règle générale, c'est 10 jours. C'est-à-dire, vous allez voir l'expert, ensuite, vous recevez un courrier qui vous dit « on ne vous prend pas en charge », et vous avez 10 jours pour envoyer un certificat médical d'un médecin avec votre courrier en disant pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec la décision. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, vous ne savez pas quels sont les éléments médicaux qui fondent la décision de refus de la prévoyance. Donc il faut aussi les mettre en demeure de vous adresser tous les éléments médicaux pour vous permettre de vous défendre, en fait, de savoir. Quand vous arrivez à vous mettre d'accord, ça va, mais la plupart du temps, évidemment, vous ne tombez pas d'accord. Donc après, l'étape d'après, c'est de payer un expert à titre personnel. Vous trouvez un expert et puis bon, vous voyez avec cet expert s'il peut faire quelque chose pour vous. Quand vous tombez toujours pas d'accord avec cet expert, bon, à ce moment-là, l'assurance nomme un nouvel expert, en principe indépendant, mais bon, ils le sont assez rarement, malheureusement. Vous en êtes là, et quand vous tombez toujours pas d'accord, vous êtes obligé de partir en justice, et puis là, évidemment, ça coûte cher, puisqu'il faut prendre un avocat, qu'il faut régler des honoraires d'avocat. Je rappelle que la représentation par avocat est obligatoire au tribunal judiciaire dès lors que le montant du préjudice dépasse 10 000 €, et c'est souvent le cas quand il s'agit de prévoyance ou d'arrêt de maladie de longue durée. Donc bien évidemment, vous avez une possibilité, si vous êtes payé un peu moins que le SMIC, c'est d'avoir une aide juridictionnelle, totale ou partielle. Mais bon, les montants évidemment sont assez bas, donc tout le monde n'y a pas droit, loin de là. Et malheureusement, les honoraires d'avocat, voilà, il faut les payer. Donc, pour éviter d'en arriver là, je conseille à tout le monde de prendre les devants. Donc déjà, demander quel est le contrat d'assurance prévoyance qui est en cours et qui vous concerne, dont vous avez adhéré au sein de votre entreprise. Et vous consultez bien la clause qui est relative au contrôle, où vous vous la faites expliquer par un délégué du personnel pour être averti et pour savoir ce qui risque de se passer quand vous êtes en arrêt de maladie. Donc là encore, malheureusement, c'est toujours la même chose, c'est une lutte sans cesse pour préserver ses propres intérêts, malgré le fait que quand un salarié est malade et souffrant, il est en état de faiblesse. Alors évidemment, c'est éminemment triste, les assureurs comme les banquiers sont loin d'être philanthropes. Il n'y a que les salariés bien informés qui tirent leur épingle du jeu. D'où l'intérêt également pour le personnel syndiqué ou non de l'entreprise qui négocie les accords et les contrats de prévoyance d'être vigilant sur ce point et surtout sur cette clause relative au pouvoir de contrôle de l'assureur et de bien diffuser cette information aux salariés afin qu'ils puissent être valablement informés. Voilà, donc j'espère que ces renseignements vous ont été utiles. N'hésitez pas à m'écrire par mail si vous souhaitez obtenir plus de renseignements. Vous trouverez sur le site Legalis Vulgaris des modèles de courrier et d'autres articles sur des sujets de droit du travail qui pourraient vous être utiles. Et je vais finir cette vidéo donc par deux choses qui me tiennent à cœur. Alors la première, c'est l'expression de ma vive tristesse face au suicide d'une adolescente qui a subi le harcèlement scolaire. Alors je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que font les parents et je trouve que ça pose question. Les parents des harceleurs, je ne sais pas, je m'interroge sur leur rôle et sur la façon dont ils ont éduqué leurs enfants. Je trouve que ça pose question. J'en profite aussi pour rappeler qu'il y a 4 fois plus de suicides chez les jeunes depuis la politique sanitaire ubuesque menée depuis presque 2 ans sous couvert de Covid qui quand même a bon dos. Et par rapport au Covid justement, donc c'est ma deuxième position un petit peu
on va dire, polémique de la semaine. Je suis admirative ces nombreux salariés qui refusent le recul de leur liberté individuelle, qui risquent leur travail pour ne pas céder au diktat du pass sanitaire et de la vaccination obligatoire. Et je trouve que ces gens ont beaucoup de courage, hein, surtout à l'époque actuelle où voilà, où le marché de travail est ce qu'il est. Et surtout, voilà, j'espère que on pourra bientôt arrêter d'avoir le doigt sur la couture du pantalon, que les gens vont se réveiller et qu'on va pouvoir se rendre compte qu'on peut à la fois mener une politique sanitaire tout à fait protectrice des personnes, tout en conservons nos libertés individuelles. Et je suis effarée que nos corps intermédiaires soient aussi taiseux en la matière. Voilà, je vous dis bonne journée et à bientôt.